Alors, on va commencer maintenant la deuxième partie du cours de la machine à courant continu. La première a été enregistrée, déjà envoyée. Il s'agit du moteur à courant continu à excitation indépendante. Maintenant, on va voir les trois autres excitations. Ça veut dire parallèle, série et compound, ou bien composé. Pour la prochaine séance, qui va être la dernière séance, on fera la génératrice ou bien le générateur à courant continu pour les quatre excitations. Alors, un petit rappel sur la machine à courant continu. Alors, généralement, la machine à courant continu elle est constituée de trois parties. Vous avez l'induit, vous avez l'inducteur et vous avez le dispositif collecteur-balai qui n'est pas représenté ici. Mais concernant le schéma équivalent, bien le modèle équivalent du moteur, on peut dire qu'il est constitué de l'induit et de l'inducteur. Bien sûr, l'inducteur, c'est la partie, ou bien c'est la source d'excitation. D'accord? C'est elle qui va donner le champ magnétique constant. Elle se compose d'une bobine. Le fait d'alimenter cette bobine va créer un champ magnétique. Puisqu'on l'alimente avec un courant continu, ou bien une tension continue, ça va créer un champ continu. Et concernant l'inducteur, il a aussi des bobines. Et sur l'induit, il va se créer la force contre-électromotrice. Je parle maintenant de l'induit. Il est constitué aussi des bobines et sur lequel vont se créer la force contre-électromotrice. L'interaction entre la force contre-électromotrice ainsi que le courant qui est absorbé par l'induit et le champ magnétique va vous donner des forces sur l'induit qui vont faire tourner le moteur. Aussi ici, il y a des bobines. Et puisque on parle maintenant dans le régime permanent d'un courant IE, IE noté c'est le courant d'excitation pour la partie inducteur, et U c'est le courant d'alimentation de l'induit. Puisque IE et U sont des constants, ça veut dire que la formule LDI sur DT pour les deux, ça veut dire à l'inducteur et à l'induit, elle sera nulle. Ainsi, on peut éliminer la représentation des bobines dans le schéma équivalent. Et le schéma équivalent, ça va se réduire juste. Je vais effacer ici. Le schéma équivalent, ça va se réduire juste sur la résistance interne de l'inducteur, notée petit r, et la résistance de l'induit, notée grand R, en série avec une source E, ou bien une source de force contre-électromotrice. Et les équations seront comme ça. Alors ça, c'est lorsque vous avez l'induit et l'inducteur, ils sont séparés. Alors la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est le moteur à excitation série. Ça veut dire quoi le moteur à excitation série? Ça veut dire au lieu d'alimenter d'une manière séparée les deux parties du moteur, on va les alimenter par une seule source, mais d'une manière série. Alors supposons ici que c'est l'entrée de mon moteur, ça c'est la partie inducteur, ça c'est la partie induit, ça c'est l'entrée. Alors je vais connecter la sortie de l'inducteur vers l'entrée de l'induit et la sortie de l'induit vers le borne négatif de mon alimentation. Et comme ça, si vous remarquez, on a créé un moteur en série qui va être où la résistance petit r, la grande résistance grand R et la force contre-électromotrice sont tous en série. Ainsi, un seul courant, il va circuler à travers le moteur. Dans ce cas, le IE va être égal à I. Alors, si on le voit ici, on utilise un moteur dans l'inducteur réalisé en conducteur de forte section. Alors ça, c'est très important. Vous devez avoir maintenant, regardez, ça c'est l'inducteur. Et ça, c'est votre induit. Bien sûr, à l'intérieur, il y a du bobinage, d'une résistance
et d'une force contre-électromotrice qui va se créer. L'inducteur, dans ce cas, doit être en grande section. Pourquoi? Parce que lorsque le moteur fonctionne en charge, il va absorber un courant qui est énorme. Ce courant, il va passer à travers aussi l'inducteur. Ça veut dire que l'inducteur doit aussi être de grande section pour qu'il supporte ce courant. Ça, c'est très important. Alors, dans ce cas, vous allez avoir que le IE est égal à I. Un seul courant qui traverse les deux. Il traverse l'inducteur et l'induit. Et cela certainement va modifier les propriétés du moteur quand on va les étudier. Et on va étudier ces propriétés pour les différentes caractéristiques. C'est clair? Regardez ici, il existe un rhéostat. Un rhéostat qu'on appelle rhéostat de démarrage, RD. On va voir son fonctionnement ou bien son utilité par la suite. Alors le schéma, je peux le réduire sous cette représentation. Alors c'est cette représentation qu'on va étudier par la suite. On a une seule alimentation notée U avec un seul courant qui est absorbé, dont I est égal à IE. Avec IE, on l'a noté, c'est le courant d'excitation pour l'inducteur. Et ça, c'est le I, c'est le courant d'alimentation de l'induit. Dans le cas de l'excitation série, les deux sont égaux. Alors, vous avez petit r concernant l'inducteur, c'est ça l'inducteur dans votre cas. Et vous avez l'induit caractérisé par la force contre-électromotrice E en série avec R. Et l'induit et l'inducteur, comme vous remarquez, sont en série. Et là, vous allez l'alimentation continue. Alors, la première chose qu'on va étudier, c'est la représentation du couple électromagnétique en fonction de la charge. Qui dit charge, dit courant. Parce que lorsque la charge que va entraîner le moteur augmente, si la charge augmente, vous allez avoir le courant I qui est absorbé va augmenter aussi. Et si la charge diminue, vous avez un courant qui diminue. Et si la charge elle est nulle, vous avez un courant, ça veut dire charge nulle, ça veut dire le moteur tourne à vide. Ça veut dire le moteur va absorber un courant noté I0. Et ce courant, il est vraiment faible pour qu'il soit négligeable dans certaines conditions. Alors maintenant, lorsque vous voyez le couple électromagnétique en fonction du courant, ça veut dire qu'on va faire le couple électromagnétique en fonction de charge. Et la charge et le courant, ils sont proportionnels. Très bien. Alors, d'après la loi de Laplace, qu'on a déjà montré dans la vidéo précédente, on a le couple électromagnétique, on peut l'écrire sous la forme une constante fois le flux fois le courant. Vous avez le couple électromagnétique, il va être en fonction du flux et du courant. Ça va être proportionnel. Et celui, il va être égal à la puissance électromagnétique divisé par oméga. Avec la puissance électromagnétique est égale la force contre-électromotrice fois le courant d'alimentation sur oméga. C'est ça maintenant l'expression du couple électromagnétique. Notez bien ici que vous avez I est égal à IE. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en série. Et le flux ici, il est créé par qui? Normalement, le flux va être créé par l'inducteur. À travers quel courant? C'est à travers le courant IE. Et puisque IE est égal à I, ça veut dire que le flux va être proportionnel au courant. Très bien. Lorsque le courant augmente, le flux va augmenter. Mais il ne va pas augmenter d'une manière linéaire tout le temps. Mais il y a une condition. Ça veut dire que ici, puisque le CEM il est en fonction du flux, ça veut dire le CEM
il est proportionnel au flux fois le courant. Avec le flux qui est proportionnel au courant, ça veut dire que le CEM va être proportionnel au carré du courant absorbé par le moteur. Mais là, il y a une condition. Regardez. Comme vous savez, pour les circuits magnétiques, et si vous rappelez bien la courbe BH, c'est la courbe qui représente la densité du champ magnétique B avec la force du champ magnétique H, ou bien je peux dire, puisque le B il est proportionnel au flux, et le H il est proportionnel au nombre de tours fois le courant, ça veut dire que je peux représenter le flux par rapport au courant. Et comme vous avez, et si vous vous rappelez bien, lorsque j'augmente le courant, le flux va augmenter. Il va augmenter, mais non pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a une phase de saturation. Une phase de saturation, c'est lorsque j'augmente le courant, je ne vais pas avoir une augmentation du flux. Et là, on dit que notre circuit magnétique, il est saturé. Pourquoi il est saturé? Parce que si vous rappelez le cours du transformateur, on a ici une bobine. Le fait d'alimenter la bobine par un courant 1I, il va circuler un flux dans le corps ferromagnétique du transformateur. Généralement, il n'y a aucune chose qui circule. C'est juste, il y a un alignement des ondes de ce corps ferromagnétique. Mais à un certain moment, toutes les ondes seront alignées. Ainsi, même si on augmente le courant, vous ne pouvez pas avoir une augmentation au niveau du flux. Le flux va se stabiliser à un certain courant qu'on appelle I-SAT, le courant de saturation. Très bien. Ça veut dire ici, je peux diviser la représentation de mon couple électromagnétique en deux parties. Vous avez lorsque le I, ou bien le flux, il est non saturé, et lorsque vous avez le flux, il est saturé. Alors, lorsque vous avez le flux non saturé, on a vu que le couple électromagnétique, il sera proportionnel au carré du courant. Lorsque le flux il est saturé, ça veut dire que le flux va être égal à constante. Même si j'augmente le courant I, il va être toujours constant. Ça veut dire dans ce cas, regardez ici, le couple électromagnétique, il va être égal ou bien proportionnel directement au courant et non pas au courant au carré. C'est pour cela que vous trouvez ici un changement au niveau de la courbe. Alors, supposons que ça, c'est notre ISAT. Lorsque le courant il est inférieur à ISAT, vous êtes maintenant dans la phase de non-saturation. Dans cette phase, le flux augmente avec le courant. Ça veut dire que le couple électromagnétique va être proportionnel à I au carré. Ça va nous donner une hyperbole. Elle va être comme ça. Une forme parabolique. Mais puisque lorsque je dépasse le courant de saturation, je vais avoir le flux qui va être constant, ça veut dire que le couple électromagnétique doit être maintenant juste proportionnel au courant. Il va y avoir un alignement de la courbe, comme ça. Il va y avoir une forme parabolique jusqu'aux saturation, et puis elle va se stabiliser d'une manière linéaire. Mais regardez bien, il ne faut jamais dépasser une charge nominale. Pourquoi? Parce que si on dépasse une charge nominale qui va absorber un courant nominal, je risque de brûler le système collecteur-balai, de l'endommager, ainsi de brûler les
conducteurs ou bien les bobines au sein de mon moteur. Alors maintenant, on a compris pourquoi on a cette forme du couple électromagnétique. On a une forme parabolique jusqu'au I-sat, jusqu'au I-saturation. Pourquoi? Parce que le couple électromagnétique il est proportionnel au carré au courant. Mais maintenant, si je dépasse le courant de saturation, je vais avoir une proportionnalité entre le couple électromagnétique et le courant. Ainsi, je vais avoir une droite qui a une pente notée K. Alors, très bien. Alors ici, on a une figure qui illustre ce qu'on vient de dire. Vous avez le couple électromagnétique en fonction du courant. Et vous avez une forme hyperbolique et puis une forme linéaire. Même chose pour ça, c'est le couple utile en bas. Et toujours, on sait que le couple utile, il est inférieur au couple électromagnétique. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des pertes qui sont des pertes mécaniques, des pertes collectives dans le cas de la machine à courant continu. Alors ici, une petite remarque. D'après cette figure-là qu'on a fait, plus le couple augmente, plus le courant qui absorbe ou bien absorbé par le moteur augmente, ou bien en d'autres termes, plus la charge elle est grande, plus le moteur va absorber plus de courant et plus le couple électromagnétique ou bien le couple utile, il va augmenter lui aussi. Alors maintenant pour le couple de démarrage du moteur excitation série. Alors ici vous avez le moteur série, il peut démarrer en charge. Pourquoi? Parce qu'en charge, il peut absorber un courant qui est fort. Alors, supposons qu'on limite par exemple le courant de démarrage ID à 1,5 fois le courant nominal. Par quoi on va le limiter? Si vous vous rappelez bien, dans le schéma, on a introduit un rhéostat. C'est à partir du réglage de ce rhéostat, on peut limiter le courant absorbé au moment de démarrage. Alors, supposons maintenant qu'on va limiter le moment ou bien le courant de démarrage à 1,5 fois le courant nominal. Regardez ici, on a une comparaison entre deux modes d'excitation. Vous avez premièrement pour l'excitation indépendante, vous avez le couple de démarrage est égal à K fois le flux fois le courant ID, qui est égal, puisque ici dans l'excitation indépendante, on a supposé que le flux est égal constant. Il est alimenté par une alimentation à part qui va nous créer un flux constant indépendant au courant de démarrage. Ça veut dire que le couple de démarrage va être aussi égal à 1,5 au couple nominal. Voilà, parce que ça, c'est la valeur du couple nominal. Très bien. Maintenant, regardez pour l'excitation série. On a le couple de démarrage, il est proportionnel au carré au couple de démarrage. Ça veut dire que si je fais le calcul, je vais avoir que le couple de démarrage de ma machine à excitation série va être égal à 2,25 fois le couple nominal. Et on remarque ici que le couple de démarrage pour l'excitation série, il est supérieur à celle de l'excitation indépendante. Alors ici, comme conclusion, on a pour les mêmes conditions, le moteur série possède un meilleur couple de démarrage que le moteur excitation indépendante. Pourquoi? Parce qu'il y a ici le carré. On a le courant au carré. Ça, ce sont parmi les avantages de notre moteur excitation série. C'est le fort couple de démarrage par rapport aux autres types d'excitation. On continue.
Alors maintenant, on va voir la caractéristique vitesse par rapport aux charges. On a dit que la charge elle est liée au courant. Lorsque la charge augmente, on a le courant qui augmente. Très bien. Alors ça, c'est notre schéma équivalent. Alors au démarrage, on a le couple électromagnétique qui est égal à cette formule. Et on aura bien sûr un couple de démarrage qui est supérieur au courant nominal. Ainsi, on doit limiter le courant de démarrage. Pourquoi? Parce qu'il dépasse le courant nominal. Et lorsqu'on dépasse le courant nominal, on risque d'endommager notre machine. Alors, notons ici R, c'est la résistance de l'inducteur. Et grand R en série avec la force contre-électromotrice, ça représente l'induit. Alors, d'après ce schéma ici, vous avez le U est égal à quoi? Est égal à RI plus grand RI plus le E. Ça veut dire que le E, je peux l'écrire sous cette forme. La force contre-électromotrice est égale à l'alimentation moins la somme des résistances fois le courant. Et je sais que la formule aussi de la force contre-électromotrice est égale à une constante fois le oméga fois le flux. Et le flux, dans mon cas, il est proportionnel à quoi? Il est proportionnel à I. Pourquoi? Parce que l'inducteur, il est alimenté par un courant I. Maintenant, toujours garder en tête que le flux il est proportionnel à I. Maintenant, regardez, je peux écrire le flux en fonction du courant. Ça veut dire la vitesse de rotation maintenant est égale à U moins la somme des résistances fois le courant, divisé par une constante, divisé par le flux en fonction de I. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque le courant est égal à 0, d'après cette équation, qu'est-ce qu'on a? Lorsque le courant est égal à 0, on a le oméga va être égal à l'infini. Pourquoi? Parce que lorsque le courant va être égal à 0, ce terme va s'annuler. Ainsi, qu'est-ce qui reste? Il reste U sur K fois le flux. Lorsque le courant est égal à 0, le flux est égal à 0. Ainsi, la vitesse va être tend vers l'infini pour les faibles charges. Et ça, c'est un inconvénient pour le moteur excitation série. Ce moteur, il ne peut jamais, ou bien vous ne devez jamais l'alimenter à vide. Pourquoi? Parce que la vitesse va tendre à l'infini. Bien sûr, à vide, il ne va pas absorber un courant nul. Il y a un courant, mais ce courant, il va être très faible, qui va tendre à zéro, ainsi que la vitesse va tendre à l'infini. Alors, lorsque, ici, comme une précaution, vous avez lorsque le courant il tend vers zéro, vous avez le fonctionnement maintenant à vide, le couple électromagnétique va être nul, bien sûr parce qu'il est proportionnel au courant au carré. La vitesse maintenant tend vers l'infini. Et il y a un emballement à vide. Un emballement, ça veut dire une sorte de une destruction. Alors la courbe présente une allure hyperbolique et la vitesse est nulle pour un courant. Bien sûr, ici j'ai oublié de mentionner un courant qui est faible, ou bien est égal à I0. Et maintenant, lorsque la charge augmente, vous avez la vitesse qui va diminuer, mais il va s'annuler à une condition, c'est lorsque le courant, bien sûr la vitesse va être nulle, pour une condition qui est égale au courant est égal à U divisé par la somme des résistances. Alors ici, si vous remplacez le I par cette valeur, vous allez avoir que le oméga va être nul. Et cette condition, elle est largement, ou bien elle dépasse largement le courant nominal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura ici risque d'endommager notre machine. Ça veut dire qu'on ne doit jamais dépasser le courant nominal. Mais il y a une condition, au-delà du courant nominal, le oméga va être nul. Ça veut dire pour une charge bien déterminée qui va absorber un courant est égal à U sur la somme de R, le moteur il va s'arrêter et il ne va plus tourner.
Alors, résumons maintenant ce qu'on a appris. Jusqu'à maintenant, on a vu un avantage et un inconvénient. L'avantage du moteur excitation série, c'est son couple de démarrage qui est grand, qui est énorme par rapport à l'excitation série. Son inconvénient, c'est qu'il s'emballe à vide. L'inconvénient de l'excitation séparée, c'est que maintenant, en fonctionnement, lorsque vous coupez le courant d'excitation, votre moteur s'emballe, mais non pas à vide. C'est lorsque le courant d'excitation diminue. Ça, c'est pour l'excitation séparée. Pour l'excitation série, vous avez l'emballement à vide, directement. Alors maintenant, essayons de tracer la caractéristique mécanique. Alors cette caractéristique, celle-là, regardez, on peut la tracer en utilisant les équations, comme on peut la tracer en utilisant les deux figures qu'on a vues. Voilà. Comment peut-on faire ça? Regardez. Lorsque le courant augmente, vous avez un couple qui augmente. Rappelez ça bien. Lorsque, pour la caractéristique de la vitesse, lorsque le courant augmente, vous avez la vitesse qui diminue. Alors ici, je peux représenter les deux. Lorsque la vitesse diminue, on a le couple qui augmente, et lorsque la vitesse augmente, on a le couple qui diminue. Pourquoi? Parce que lorsque le couple augmente, on a vu que le courant augmente. Alors ça, c'est le couple, ça, c'est le courant. Et lorsque le courant augmente, la vitesse diminue, et vice-versa. Lorsque le couple diminue, le courant diminue, et la vitesse augmente. Ainsi, d'après ces deux, ou bien les deux précédentes courbes, on peut déduire cette courbe directement. Ou bien on peut utiliser les équations. Alors, pour des raisons de simplification, pour ne pas trop compliquer le calcul, on va supposer que la résistance ou bien les pertes au niveau de notre moteur sont négligeables. Ainsi, on va négliger la résistance petit r pour l'inducteur et la résistance grand R pour l'induit. Ainsi, on aura le E qui va être égal directement à U, à peu près. Alors, dans ce cas, puisque le E est égal à une constante fois le oméga fois le flux qui est proportionnel à I, je peux dire que ce terme, bien sûr, il est égal à quoi? Il est égal à U. Pourquoi? Parce que déjà, le flux, il est proportionnel à I. Ça veut dire, au lieu d'écrire ici grand K, je vais l'appeler petit k, qui va être égal, ou bien je vais avoir le E qui est proportionnel à la vitesse ainsi que le flux. Puisque le flux est proportionnel au courant, je peux dire que le E il est proportionnel à la vitesse et au courant directement. Et tout ça, il est à peu près égal à U. Ainsi que le I, maintenant, je peux dire que le I est à peu près égal à U sur le K, la constante, divisé par le oméga. Et puisque mon couple électromagnétique il est proportionnel au carré du courant, mais ça c'est pour une condition lorsque le I il est inférieur à I saturation, je remplace le I par sa valeur ici, et je vais avoir le couple électromagnétique, il est à peu près égal à U carré sur une autre constante, fois le oméga carré. Et puisque ici je vais alimenter à partir d'une tension d'alimentation qui est constante, je peux supposer maintenant que le couple électromagnétique il est inversement proportionnel au oméga au carré. Et qui dit oméga dit n, parce que le n c'est oméga. Et à partir maintenant de cette équation, je peux, regarder, je peux tracer cette courbe. Ou bien je peux la déduire d'après les deux anciennes courbes. Et c'est ce qu'on va voir pour la suite. On va déduire cette équation d'après les deux autres équations. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure d'après cette courbe? Regardez. Sur une tension nominale, I est égal à constante, c'est égal à une tension nominale, le moteur à excitation série ne peut pas fonctionner à faible charge, car la vitesse dépasse largement la limite admise. Parce qu'à faible charge, qu'est-ce qu'on aura? On aura un courant qui est faible. Ainsi, le couple électromagnétique qui va être très important, qui va être faible, je vais dire, je m'excuse. Lorsque la charge elle est faible, le couple va être faible. Ainsi, regardez, je suis dans cette zone. Et dans cette zone, regardez, j'ai la vitesse qui augmente. C'est ce qu'on a conclu déjà. Ainsi, je ne dois pas dépasser un couple nominal. Pourquoi? Parce qu'il va absorber un courant nominal. Alors, concernant maintenant le bilan énergétique de notre machine, qu'est-ce qu'on aura? Regardez ici le circuit. Alors, c'est quoi maintenant la puissance absorbée par ma machine? La machine ici absorbe juste, il y a une seule source d'alimentation. Notez U qui va donner un courant I. Ça veut dire que la puissance absorbée va être U fois I. Voilà, c'est ce qui est noté ici. Qu'est-ce qu'on a? On a deux types de pertes. Les pertes Joule rotoriques et les pertes Joule statoriques, ainsi que les pertes collectives. Les pertes Joule au niveau du circuit d'excitation est égale à R fois I carré. Les pertes Joule au niveau de l'induit est égal à R grand R fois le I carré. Ainsi, je peux déduire des pertes de Joule totales qui vont être égales à R plus grand R fois I carré. Et ça, c'est noté R total. C'est ce qui est noté ici. Et après, on a la puissance électromagnétique qui est égale à la force contre-électromotrice fois le courant. Ou bien, c'est le couple électromagnétique fois la vitesse angulaire. On a aussi des pertes collectives qui est la somme des pertes fer plus les pertes mécaniques représentées par les frottements, etc. Ça nous donne la puissance utile. Très bien. Alors, regardez bien. On a le E est égal à U moins RI. Et on a le E qui est égal à K fois le flux fois le oméga. Au moment de démarrage, qu'est-ce que j'ai? Au moment de démarrage, j'ai le oméga qui est nul. Ça veut dire le E est égal à 0. Ça veut dire le U est égal à RI. Ça veut dire que le I est égal à U sur R. Et on pratique la résistance de l'induit, grand R, elle est faible. Ça veut dire au moment de démarrage, qu'est-ce que j'ai? J'ai un courant I D très grand par rapport au courant nominal. Alors, à votre avis ici, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit diminuer la tension d'alimentation. On vient diminuer le U. Ça veut dire soit on va alimenter à travers une tension faible, ou bien en ajoutant une résistance de démarrage. Cette résistance, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est le rhéostat de démarrage noté RD, comme on a vu dans le schéma. Ça veut dire ici que je vais ajouter ici un RD. Alors maintenant, au démarrage, je vais régler ma résistance de démarrage, mon rhéostat de démarrage à une valeur qui est grande, bien la valeur maximale. Et avec la rotation du moteur, je vais avoir l'apparition du E
le courant va diminuer. Ainsi, je peux augmenter ou bien diminuer ma résistance ou bien rhéostat de démarrage jusqu'à sa valeur faible. Et tout cela pour éviter les courants de démarrage qui vont être supérieurs au courant nominal. Alors, je répète, pour soit le moteur excitation, pour le moteur excitation série, j'utilise un rhéostat de démarrage. Ce rhéostat, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, il apparaît dans cette équation. Ce rhéostat va diminuer le courant de démarrage, ID. Pourquoi? Parce qu'au démarrage, on a le E qui est nul. Je vais régler premièrement mon rhéostat de démarrage à sa valeur maximale. Et puisque le moteur, par la suite, il va tourner, il va se créer une force contre-électromotrice qui va, elle, s'opposer au courant. Ainsi, le courant, il va diminuer. Et lorsque le courant maintenant diminue, je vais diminuer ma résistance jusqu'à sa valeur minimale. Et comme ça, mon moteur tourne normalement sans problème. Très bien. Maintenant, comment inverser le sens de notre moteur excitation série? Alors, une information concernant le sens de moteur excitation séparé. Pour inverser le sens du moteur excitation séparé, il suffit d'inverser soit le courant au niveau de l'induit, soit le courant au niveau de l'inducteur. De même pour la machine à excitation série. Pour inverser son sens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inverser soit le courant au niveau de l'induit, soit le courant au niveau de l'inducteur. Alors ici, regardez, on a inversé. Supposons ça c'est la borne A, ça c'est la borne B. Supposons ça c'est la borne A, ça c'est la borne B. Regardez maintenant, la borne B elle est liée au signe moins négatif, mais ici la borne B elle est liée à l'entrée du courant, ainsi que la borne A qui est liée aux bornes négatives, ou bien le signe moins que vous avez ici. Alors comme ça, on peut inverser le sens de rotation de notre moteur excitation série. Alors, comme résumé pour ce moteur, regardez, je rappelle ici le schéma, le circuit. Vous avez ici, c'est l'inducteur. Vous avez ici, c'est l'induit. Et vous avez ici la résistance ou bien le rhéostat de démarrage. On a dit, c'est quoi l'utilité du rhéostat de démarrage? Parce qu'au démarrage, le courant de démarrage est égal à U sur maintenant R plus RD. Comment limiter ou bien diminuer le courant de démarrage? Par exemple, 1,5, je vais régler mon rhéostat de démarrage. Alors, comme pour le moteur excitation indépendante, il est préférable de démarrer sous tension d'induit réduite. D'accord? On a la possibilité à diminuer sous une tension réduite ou bien en ajoutant en série une rhéostat de démarrage. Vous avez les deux options. Alors regardez, vous avez le couple électromagnétique de ce moteur, il est proportionnel au courant au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un courant qui est positif, le couple électromagnétique va avoir un sens de rotation. Si vous avez un couple qui est négatif, il n'y a pas de changement au niveau de votre couple, n'est-ce pas? Même si le courant il est positif ou bien négatif, vous avez le couple électromagnétique qui va garder un seul sens de rotation. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut dire? Que même si on alimente notre moteur à excitation série avec une tension alternative, elle change de signe. Plus, moins, etc. Même si le courant change de signe, vous allez avoir un couple électromagnétique qui garde le sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moteur à excitation série, il peut fonctionner en alternatif.
car le couple il est proportionnel au carré du courant. Donc toujours vous avez le même signe. Et ça c'est parmi les avantages de ce moteur. C'est pour cela qu'on l'appelle le moteur universel. C'est un moteur qui peut fonctionner soit en courant continu, soit en courant alternatif. Et un exemple très concret de ce type de moteur, il est très utilisé en électroménager. Tout appareillage d'électroménager utilise ce type de moteur. Pourquoi? C'est pour son couple de démarrage qui est élevé. Et vous avez aussi la possibilité de l'alimenter en utilisant l'énergie alternative qu'on a à domicile. Par exemple, les aspirateurs, par exemple, les batteurs, par exemple, euh, vous avez les équipements, par exemple, les perceuses qu'on utilise, etc. Tous ces équipements utilisent le moteur à excitation série. Et si vous remarquez bien, il est alimenté par la tension de secteur. Et la tension de secteur, elle est alternative. Et même ça, vous avez la possibilité d'avoir le bon fonctionnement du moteur. Une deuxième remarque, le circuit magnétique doit être entièrement feuilleté pour réduire les pertes fer élémentaires utilisables en alternative en un courant ou en courant continu porte le nom du moteur universel, ça on l'a vu. Il est très utilisé pour les petites puissances car sa vitesse n'est pas liée à la fréquence du réseau. Bien sûr, ici, parce que le couple ou bien la vitesse n'est pas liée à la fréquence du réseau. Ça veut dire même si vous changez la vitesse du réseau, il est lié à l'intensité ou bien la valeur efficace du courant qui circule. Alors, concernant les applications pratiques, où est-ce qu'on peut trouver ce moteur? Bien sûr, puisque son couple de démarrage il est très élevé, c'est le type de moteur qui est utilisé dans les démarreurs d'automobile. Alors, lorsque vous démarrez votre automobile, il y a un certain moteur excitation série qui va tourner. Ainsi, il va faire tourner le moteur pour qu'il démarre. Vous avez, bien sûr, le moteur excitation série il est très intéressant quand la charge impose d'avoir un gros couple au démarrage et faible vitesse. Rappelez bien la courbe N par rapport au C. Elle est comme ça. Vous avez de grands couples pour les faibles vitesses. N'est-ce pas? Elle est utilisée aussi comme locomotive et dans les métros et les appareillages ou bien les appareils de levage. Pourquoi? Parce qu'ils nécessitent un grand couple et faible vitesse. Et notez bien qu'il est très utilisé en électroménager. Si vous avez un équipement électroménager qui est en panne, essayez de l'ouvrir et voyez la constitution de votre moteur pour bien le visualiser. Alors, on a terminé maintenant la partie du moteur excitation série. On va voir la partie excitation shunt ou bien parallèle et puis le moteur composé. Alors, avant ça, je vais voir si vous avez des questions. Comme ça, on peut... Monsieur, j'ai une question. Oui. Monsieur, vous avez dit que U égale E plus R fois E. Et au démarrage, on a E nul. Oui. Et donc, la tension va augmenter si on met Non, pas c'est une pas la tension résistance. qui augmente. Le courant. Le courant, oui. Excuse-moi, le courant. Est-ce que ça peut pas arriver avec la machine à excitation indépendante car on a aussi la même relation et au démarrage, on a aussi E égale 0. Effectivement. Alors, si tu démarres pour la machine à excitation indépendante, supposons que maintenant l'inducteur il est alimenté par une tension constante, d'accord? Tu auras la même équation. Mais c'est quoi l'avantage de l'alimentation à excitation indépendante? C'est que même avec l'excitation séparée, vous pouvez soit démarrer à faible tension en utilisant l'autotransformateur. Et si vous ne déposez pas d'un autotransformateur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez ajouter une rhéostat de démarrage. D'accord? C'est pour les deux types de machines.
Vous devez nécessairement avoir un rhéostat de démarrage. Pourquoi? Pour diminuer le courant de démarrage. Sinon, il y a une deuxième solution, c'est de démarrer avec une tension qui est faible, en utilisant par exemple un autotransformateur. C'est bon? D'accord, oui, merci, monsieur. Alors, pour tout moteur, à excitation série, à excitation indépendante, à excitation parallèle, le courant de démarrage sera très important, sera supérieur au courant nominal. Si vous avez la possibilité de démarrer à faible tension, c'est bon. Sinon, vous devez insérer un rhéostat de démarrage en série avec votre induit. Autre question? Vous avez des questions? C'est bon, on passe au deuxième type d'excitation. Très bien. Alors maintenant, on va voir le moteur excitation shunt. Qui dit shunt dit parallèle. D'accord? Ça, c'est parallèle. Dans ce type d'excitation, vous avez une seule alimentation. Mais regardez, l'inducteur et l'induit, ils sont montés en parallèle. Au lieu d'avoir l'excitation séparée, ça c'est votre inducteur alimenté à part et votre induit alimenté à part, on peut ici connecter les deux et les alimenter avec une seule source d'alimentation. On va ajouter en série avec notre, ça maintenant c'est votre inducteur. On va ajouter en série avec l'inducteur un rhéostat noté RE et en série avec l'induit un rhéostat RD. Alors RD, on a vu son utilité. C'est une rhéostat de démarrage. Il est utilisé pour réduire le courant de démarrage pour qu'il ne dépasse pas le courant nominal. Et ici RE, on va le voir, elle est utilisée pour faire quoi? Alors, le fait d'augmenter ou bien diminuer RE, ça va affecter directement le courant d'excitation IE qui va circuler. Et vous avez un courant, certain courant I', noté I', ici qui est égal à quoi? Le I' qui est égal à I plus le IE. Alors, la machine à excitation shunt, elle est similaire à celle à excitation indépendante. Pourquoi? Parce que vous avez deux types de courants. Vous avez le courant d'excitation, contrôlé par qui? Contrôlé par le rhéostat RE, et vous avez le courant I. Ainsi, vous allez remarquer que les différents modes de fonctionnement, ils vont être similaires à celles de l'excitation indépendante. L'avantage ici, c'est qu'au lieu d'avoir deux alimentations différentes, vous allez avoir besoin juste d'une seule source d'alimentation. Et vous pouvez satisfaire les deux, ou bien vous pouvez satisfaire toutes les caractéristiques de la machine à excitation indépendante. Très bien. Alors maintenant, regardez ici le schéma équivalent. Ça, c'est votre inducteur et ça, c'est votre induit. Ils sont en parallèle. L'inducteur, il va absorber un courant IE qui va être contrôlé par RE. Et ici, il y a un RD, résistance de démarrage, ou bien rhéostat de démarrage. Alors, regardez maintenant les équations. Alors, on a ici le U, maintenant pour l'induit. Le U est égal à RI pour cette partie. Le U est égal à RI plus E. Et le U aussi, puisqu'elle est en parallèle, est égal à R fois IE. Puisque maintenant le E, on le connaît, est égal à K fois le oméga fois le flux il est créé par qui? Toujours le flux est créé par l'inducteur. Ça veut dire que le flux il est proportionnel à IE. Je vais avoir maintenant, si je règle à travers la résistance ou bien le rhéostat que vous avez ici, regardez bien, le rhéostat que vous avez ici, RE, si je règle
le IE, pour qu'il soit constant, je vais avoir... Alors ici, j'ai fait une erreur, parce que ici, c'est phi, non pas le oméga. Essayez de noter ça, s'il vous plaît. Alors ici, vous avez le flux. Alors maintenant, le oméga est égal à U moins RI divisé par K fois le flux. Je peux régler, bien sûr, mon flux à travers le réglage de la résistance RE pour qu'il soit constant. En augmentant la valeur de U, je vais augmenter la valeur de RE pour garder mon IE constant. Je peux faire ça. Très bien. Alors maintenant, regardez, vous avez la vitesse, le oméga est égal à U moins RI. Notez ça, s'il vous plaît, parce qu'ici, il y a une erreur. K fois le flux, non pas le oméga. Alors maintenant, le courant d'excitation, il est réglé par qui? Le courant d'excitation, il est réglé par, il est égal normalement à U divisé par petit r. Peu importe la charge qui va entraîner le moteur, il va absorber bien sûr un courant. C'est quel courant qui va être absorbé? C'est le courant ici, noté I', ici c'est le courant I. L'induit va absorber un courant I. Mais regardez, le courant IE va être constant. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas de la charge. Il dépend juste de la tension d'alimentation et de la résistance de l'inducteur. Et bien sûr, si vous avez le RE, ça va être plus le RE. Je peux le régler à travers cette résistance R. Alors maintenant, la caractéristique de la vitesse. Regardez. La caractéristique de la vitesse, je vais la représenter en posant que U est égal à une constante, la tension d'alimentation. Rappelez ici bien que j'ai un rhéostat RE et la caractéristique de la vitesse, je l'ai noté, est égale à quoi? Alors toujours ici c'est le flux, ici c'est le flux. Voilà. La vitesse est égale à combien? Supposons que je vais négliger les résistances, ou bien la résistance grand R, je vais la négliger pour faciliter juste le calcul. Je peux dire que A vide, ou bien mon oméga, va être égal à quoi? Va être égal à U sur, regardez bien ici, si je néglige le R, le U sur le K fois le flux. Sur le K fois le flux. Et j'ai le flux qui est proportionnel au courant IE. Et le IE, je peux le régler avec quoi? Je peux le régler avec le RE. Je peux l'augmenter ou bien le diminuer. Le IE est égal à U sur R plus le RE. D'accord? Ainsi que la courbe entre le courant et la vitesse de rotation, elle est inversement proportionnelle. Et cette courbe, elle nous rappelle bien sûr la courbe de celle à excitation indépendante. Ils ont la même courbe. Voilà. Le fait d'augmenter bien sûr la valeur de E, cela va diminuer le courant d'excitation IE, qui va diminuer lui-même le flux. Ainsi, vous allez avoir une vitesse qui va augmenter d'une manière rapide. Et supposons vous coupez le courant d'excitation, vous allez avoir l'emballement de votre machine. De même, pour la machine excitation indépendante, alors regardez ici, on a le U, supposons que toujours R elle est nulle, d'accord? On a le U est égal à E, avec le E est égal à K fois le flux fois le oméga. Parce que à vide, la chute de tension, bien sûr, causée par le R fois le I0, le courant, ici c'est le I0 parce que à vide, l'induit va absorber un courant noté ici I0. La chute de tension causée par ce courant va être nulle, ainsi que le E va être égal à U.
Et à vide, on a la vitesse oméga 0. Cette oméga 0 va être égale à U divisé par K fois le flux. Et le flux, toujours, il est proportionnel à IE. Alors, on peut déduire que on a le oméga qui est égal à U moins RI sur K phi. Ça, c'est lorsque vous n'avez pas négligé le RI. Le RI, on la néglige. Pourquoi? Lorsqu'on travaille à vide. Parce que la chute de tension va être inférieure. Le courant I0 va être à peu près égal à 0. Ainsi, on peut négliger ce terme. Ça, il est négligé à vide. Mais non pas à vide, vous ne pouvez pas le négliger. On peut avoir le oméga, la valeur de oméga est égale à maintenant oméga 0 moins RI sur K phi. Pourquoi? Parce que cette partie, c'est oméga 0. Regardez bien. C'est U sur K oméga, c'est oméga 0. Ainsi, je peux écrire c'est oméga 0 moins RI sur le K oméga. Et je peux tracer ici. Et notez bien que toujours le flux, il est proportionnel à IE. Et tout cela, il est contrôlé par le IE, il est contrôlé par la résistance R. Alors, je vais avoir, d'après cette équation, lorsque le courant augmente, ça veut dire la charge augmente, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la vitesse de rotation qui va diminuer, mais elle va peu diminuer avec le courant, avec la charge. C'est pour ça qu'on peut dire que on n'a pas une grande variation de la vitesse par rapport à la variation, bien l'augmentation de la charge. Même si la charge augmente, vous avez une vitesse qui diminue d'une manière très faible. Ou bien on peut dire qu'elle est constante. On peut supposer qu'elle est constante. Ou bien elle diminue d'une manière très faible. Ça, c'est pour un certain courant d'excitation IE. Maintenant, si on augmente le courant d'excitation, par exemple, si on augmente le courant d'excitation, comment augmenter le courant d'excitation? C'est en diminuant la valeur de RE que vous avez ici. Si on augmente le courant d'excitation, vous allez avoir le flux qui va augmenter, ainsi la vitesse qui va diminuer. Regardez ici, on a fait une comparaison entre IE2 et IE1 avec le IE2, il est supérieur à IE1. Ça veut dire que lorsque j'augmente le courant d'excitation, je vais avoir une diminution au niveau de quoi? Une diminution au niveau de la vitesse. Bien sûr, qui diminue la vitesse, celle-là. J'ai déjà le oméga 0 est égal à quoi? Est égal à U sur K fois le flux. Ainsi, si j'augmente le courant d'excitation, le oméga 0 va elle aussi diminuer. Et c'est pour cela que je vais avoir un décalage en bas lorsque j'augmente le courant. Et ça nous rappelle le courant excitation indépendante. C'est la même courant. Parce qu'on a dit que les caractéristiques de l'excitation indépendante et les caractéristiques de l'excitation shunt sont les mêmes. Il n'y a pas une grande variation, une grande différence. La seule différence, c'est au lieu d'avoir deux alimentations séparées, vous pouvez avoir une seule alimentation pour les deux. Très bien. De même pour le couple, si vous vous rappelez bien, on a le couple électromagnétique est égal à quoi? Est égal à K fois le flux fois le I. D'accord? Lorsque le U il est constante, supposons que le U il est constante, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le courant d'excitation qui est constant, parce que le courant d'excitation est égal à quoi? Est égal à U sur petit r. À U constante, vous avez déjà le R constant, ça veut dire que le I va être constant. Ça veut dire que le couple électromagnétique est égal à K' fois le courant. Il est proportionnel. Ça veut dire le courant électromagnétique en fonction de I va être une droite. Voilà. Maintenant, le couple utile. Toujours le couple utile est inférieur au couple électromagnétique. Pourquoi? Parce qu'il y a ici des pertes. Et ces pertes, ils sont estimées à vide. Parce que le couple des pertes est égal à quoi? Est égal à K fois le flux fois
le I0, qui est égal aussi à K' I0. Ainsi, le couple utile est égal au couple électromagnétique moins le couple de pertes, qui est égal à KI moins KI0. Ça veut dire que le couple utile est égal à K facteur de I moins I0. Et tout cela va nous donner A0, ou bien le couple utile est égal à 0 lorsque le courant, ou bien lorsque vous avez un fonctionnement à vide. Voilà. Et c'est logique. Pourquoi? Parce que à vide, le couple utile est toujours nul. Ainsi, on aura cette droite. Ou bien, on peut dire que toujours, vous avez un décalage en bas pour la représentation du couple. Pourquoi? Parce que vous avez le couple utile, il est inférieur au couple électromagnétique. Notez bien que vous avez une équation linéaire entre les deux. Si la charge augmente, le couple électromagnétique augmente, ou bien le couple utile va augmenter. Même caractéristique avec celle qui est de la machine indépendante. Et bien sûr, vous ne pouvez pas dépasser un certain courant nominal, ça veut dire que la charge doit être aussi nominale, sinon vous avez risque d'endommager votre machine. Et autre chose ici. Maintenant, lorsque vous avez, ici, on a dit qu'on a le RE. Lorsqu'on augmente le RE, vous avez le IE qui va diminuer. Et lorsque vous diminuez le RE, alors vous avez un IE qui augmente, lorsque vous avez un RE qui diminue. Alors lorsqu'on diminue le RE, vous avez le IE qui va augmenter. Qu'est-ce qui se passe au niveau maintenant du couple électromagnétique? On a dit que le couple électromagnétique est égal à K fois le flux fois le courant. Pour une tension constante, vous avez un flux constant. Lorsque vous augmentez maintenant le flux, ça veut dire que vous augmentez la proportionnalité. Ça veut dire que il va avoir une pente qui est grande. C'est la proportionnalité. Ainsi, regardez, ça c'est pour un courant d'excitation noté E1. Ça c'est un courant d'excitation noté IE2. Ici, c'est les deux représentations. Ainsi, ici, on a le IE2 qui est supérieur à IE1. On a la proportionnalité qui augmente, ça veut dire la pente qui va augmenter tout simplement. Maintenant, la caractéristique mécanique. La caractéristique mécanique, on a dit que je peux la déduire à partir, regardez, des deux courbes. Je peux la déduire à partir des deux courbes. Regardez ici, vous avez la vitesse qui diminue peu avec la charge. Ça veut dire que si la charge augmente, ça veut dire si le I augmente, vous avez le oméga qui diminue mais faiblement, d'une manière faible. Regardez ici, si la charge augmente, le couple augmente linéairement. Alors maintenant, si le couple augmente, qu'est-ce que j'ai? Le couple augmente, ça veut dire le I augmente, ça veut dire le oméga diminue faiblement. Ainsi, regardez, j'ai cette courbe-là. Si le couple augmente, j'ai le oméga qui diminue faiblement. Ou bien, je peux la déduire en utilisant ces équations. Et ces équations, on les a déjà démontrées dans la partie de l'excitation indépendante. Je suis là. Alors, regardez pour l'excitation indépendante. Regardez, le moteur excitation séparé. J'ai les mêmes courbes. Il n'y a pas un changement au niveau des courbes. Alors maintenant, je suis. Voilà. Très bien. Alors, on va le faire. On a dit que le oméga est égal à oméga 0 moins RI sur K. D'accord? Ici, je peux faire sortir le courant. Ainsi, le couple utile est égal à K I moins I0. Supposons que le courant de
le courant absorbé à vide par mon induit, il est nul, je peux le négliger. Je peux dire que le couple ici est égal à certain K fois le I. Ainsi, je peux représenter, ou bien je peux remplacer le courant par sa valeur et je vais avoir le couple utile est égal à cette valeur-là. Ça, c'est une constante, ça veut dire qu'il va être proportionnel à oméga 0 moins le oméga. À oméga est égal à 0, vous avez le couple utile est égal à combien? À oméga est égal à oméga 0, le couple utile va être nul. Lorsque le oméga augmente, vous allez avoir quoi? Vous allez un couple qui diminue. Pourquoi? Parce que il y a un signe moins que vous avez ici. Très bien. Et toujours, le oméga 0, elle est supérieure à oméga. Toujours, parce que la vitesse de rotation à vide est supérieure à la vitesse de rotation en charge. Et pour la variation de la vitesse, pour varier la vitesse de votre moteur à excitation shunt, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors regardez bien, le E est égal à quoi? À U moins RI. Avec le E est égal à K fois le flux fois le oméga. Ainsi qu'on a le flux, le oméga, est égal, sans négliger, est égal à U moins RI sur K fois le flux. N'est-ce pas? Ici, ce n'est pas représenté. Pourquoi? Parce qu'on l'a supposé constant. Alors, supposons maintenant que je vais négliger. Qu'est-ce que je vais négliger ici? Je vais négliger le R devant K. C'est juste pour des raisons de simplification. Qu'est-ce que je vais avoir? Ce n'est pas devant le K, mais devant le U. Voilà. Je vais avoir quoi? Je vais avoir le oméga qui est égal à U sur K fois le flux. Alors, regardez ici. Supposons, je vais augmenter. Alors ici, il y a un RE. Pour varier la vitesse d'une manière linéaire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois garder le flux ici constant, n'est-ce pas? Comment garder le flux constant? C'est maintenant, lorsque j'augmente la tension, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter aussi la résistance RE. Pourquoi? Pour que le IE soit toujours constant. Parce que le IE, on a dit, est égal à U sur petit r plus RE. Alors, si j'augmente le U, je dois augmenter le RE. Si je diminue le U, je dois diminuer le RE pour garder le IE constant. Alors, si je satisfais cette condition, je vais avoir le oméga va être à peu près égal à U sur K, ou bien proportionnel à U. Ainsi, la vitesse, ou bien pour varier la vitesse de la machine à excitation change, j'agis juste sur le U. Mais il ne faut pas oublier que je dois aussi régler le RE. Très bien. Alors, des questions ici pour voir le dernier type d'excitation. Vous avez des questions? Des questions? Afin de voir le dernier type d'excitation, c'est l'excitation composée. Non, monsieur, non. Très bien. Alors maintenant, on va étudier, premièrement, j'ai oublié d'étudier le démarrage. Voilà. On a dit que même chose ici,
à vide, vous avez, au démarrage, vous avez l'oméga qui est égal à 0, le E est égal à 0. Ainsi, le courant de démarrage va être égal à U sur R. U1 sur R, qui est supérieur à IN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, je dois ajouter un rhéostat. Un rhéostat ici, c'est là. Le rhéostat, petit RH ou bien noté RD. Ce rhéostat, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va limiter le courant de démarrage tout simplement, comme on a vu pour l'excitation série. Très bien. Et voilà. Maintenant, le moteur à excitation composé. C'est quoi un moteur à excitation Monsieur, composé? Oui. pour le rôle de la deuxième rhéostat RH, le grand RH, Alors, le grand RH, c'est pour la limitation du courant d'excitation IE. C'est celle. C'est ce qu'on a. C'est le RE qu'on ajoute ici. D'accord? C'est le RE qu'on ajoute ici. C'est pour juste varier le courant d'excitation. C'est bon? c'est le rhéostat du champ. Exactement. Exactement. D'accord? Ok, monsieur. La rhéostat de démarrage, c'est pour le démarrage. La rhéostat RE, je l'ajoute ici. Pourquoi? Parce que je ne peux pas varier ici le courant d'excitation si j'ai une tension qui est constante. N'est-ce pas? Parce que le courant d'excitation est égal à U sur petit r. Si j'ai une tension constante, je vais avoir un courant d'excitation qui va être figé. Ça veut dire comment je peux le varier? C'est en ajoutant en série un rhéostat RE. C'est clair? Très bien. Des questions? Vous l'appelez comment, rhéostat d'échange? Champ, de champ. Échange? Non, le champ, le champ. CHAMP. On l'appelle juste une rhéostat qui va être insérée avec votre inducteur. D'accord? Vous pouvez l'appeler le rhéostat de champ parce qu'il est sur la partie qui va créer le champ magnétique. Parce que au niveau de l'exercice 4 du TD, on les a appelés rhéostats de Oui, champ. vous pouvez l'appeler rhéostat de champ parce qu'elle est au niveau du circuit qui va créer le champ magnétique. C'est clair? Ok, Il y a monsieur. plusieurs appellations. On appelle la résistance RE pour, comme ça, unifier les appellations. Vous avez la résistance RD comme résistance de démarrage. Vous avez la résistance RE comme résistance au niveau d'excitation. E. C'est bon? Ok, monsieur. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'excitation composée? Le moteur à excitation composée, il rassemble les avantages des deux types de machines. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu jusqu'à maintenant l'excitation indépendante, l'excitation série et l'excitation parallèle. On a dit que l'excitation indépendante, elle est similaire à celle parallèle. Ça veut dire que par la suite, on va juste parler par excitation série, excitation shunt. Shunt, c'est parallèle. L'avantage de l'excitation shunt par rapport à l'indépendante, c'est que vous avez juste une seule source d'alimentation. Voilà. Maintenant, regardez. Le moteur excitation séparé ne s'emballe pas à vide. Séparé ou bien shunt. Même caractéristique. Mais il appelle un fond courant si le courant il est considérable. Pourquoi? Parce que vous avez le couple électromagnétique, il est comment? Proportionnel au courant. Ça veut dire que le courant, il est proportionnel au couple électromagnétique. Ça veut dire que si vous avez un couple considérable, il va appeler un courant qui est fort. Très bien.
ou bien pour avoir un courant, un couple considérable, vous devez avoir un courant fort. Maintenant, la machine à excitation série, elle s'emballe à vide. On a dit que si vous démarrez à vide votre moteur excitation série, vous pouvez endommager votre moteur. Pourquoi? Parce qu'il tourne d'une manière très grande et cela peut emballer le moteur. Mais réduit les appels de courant si le couple il est considérable. Pourquoi? Parce que vous avez le couple électromagnétique qui est proportionnel au carré du courant. Ça veut dire que le courant, il est égal à quoi? La racine du couple électromagnétique. Très bien. Il réduit les appels de courant si le couple il est considérable. Ça veut dire que pour un même courant, vous allez avoir un courant qui est grand dans la machine excitation série par rapport à celle d'excitation parallèle ou bien séparée. Alors pour cela, on utilise un moteur à excitation composée pour combiner les avantages de moteur série et séparé. Alors le moteur à excitation composée possède deux inducteurs. Au lieu d'avoir, suivez bien ici, au lieu d'avoir un seul inducteur, l'inducteur c'est la partie qui crée le champ magnétique, c'est le stator, vous allez avoir deux inducteurs. Alors ici, regardez, ça c'est l'induit, sur rotorique. Ça c'est le rhéostat de démarrage. Ça c'est le premier inducteur, noté NE. Ça c'est le deuxième inducteur, noté NS. Et ça c'est le rhéostat, noté RE, qui va limiter le courant d'excitation. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que vous avez un inducteur en série avec l'induit et un inducteur en parallèle avec l'induit. L'inducteur en parallèle avec l'induit, il a NE spire. L'inducteur en série avec l'induit, il a NS spire. NS, ça veut dire série. Et ça, c'est, je peux dire que c'est pour l'excitation. NE, ça reflète l'excitation. Ici, ça reflète la série. Ça, maintenant, ça représente le parallèle. Ça représente le série. D'accord? Je vais avoir deux inducteurs. Chacun a un nombre de spires. Le premier qui est parallèle, il a NE spire. Il est en parallèle avec l'induit. Et l'autre, il est en série avec l'induit. Il a NS spire. Très bien. Alors, l'un dérivé comprenant NE spire parcouru par le courant IE. C'est celui-là. Alors ça, c'est le premier inducteur. L'autre, il est série comportant NS spire parcouru par le courant IE. Gardons les appellations. L'autre, c'est NS. Il est parcouru par le courant I. Ici, il est parcouru par le courant IE. Alors, la force magnétomotrice totale est NE, IE, plus ou moins NSI. Qu'est-ce qui fait ici l'inducteur? L'inducteur, il crée un champ magnétique. D'accord? Vous avez deux inducteurs. Les deux ils vont créer un champ magnétique. Ce champ magnétique, le champ magnétique total, ça va être soit la somme des deux champs magnétiques, soit la soustraction entre les deux champs magnétiques. Cela, ça dépend de quoi? Alors, je vais faire ici un exemple illustratif. Supposons que vous avez ici une première bobine, ici une deuxième bobine. Voilà. Toujours une bobine. Le fait de parcourir une bobine par un courant I, elle va créer un champ magnétique B. Alors, supposons que je fais cette configuration. Voilà, je vais alimenter comme ça. Je vais alimenter comme ça. Et je vais alimenter comme ça. Ça, c'est le plus. Ça, c'est le moins. Alors maintenant, celle-là, elle va créer un champ magnétique de cette direction. Et l'autre, elle va créer un champ magnétique de l'autre direction.
Ça, je vais le noter B'. Ça, c'est B second. Le B total, maintenant, c'est la somme des deux champs magnétiques. Alors, supposons maintenant, je vais inverser le sens. Alors, au lieu d'alimenter comme ça, je vais inverser celle-là comme ça. Et maintenant, c'est ça le bord négatif. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir maintenant deux champs magnétiques qui s'opposent. Alors, cela dépend de quoi? Dépend au sens d'enroulement de votre bobinage. Soit vous allez avoir les champs qui vont s'ajouter, ou bien les champs qui vont s'opposer. Alors, regardez, la force magnétomotrice totale est NEIE plus ou moins NSI. Le signe dépend du sens des enroulements que vous avez fait. Ainsi, vous pouvez avoir deux montages. Vous avez le montage additif et le montage soustractif. Le montage additif, vous faites en sorte que les deux champs vont s'ajouter. Le montage soustractif, vous faites de telle sorte que les deux champs vont s'opposer. Très bien. Alors, rappelez bien, vous avez pour l'excitation composée deux inducteurs, ça veut dire deux bobinages. Selon la configuration, vous pouvez soit créer deux champs qui s'ajoutent ou bien deux champs qui se posent. Alors, ça c'est très important, cette partie-là. Alors, il est commode de considérer un courant fictif IE'. Alors, on va considérer un courant IE' qui va circuler sur l'inducteur dérivé et qui va produire le même flux que produit les deux. D'accord? On va supposer que la totalité, regarde, la totalité de la force magnétomotrice, celle-là, cette équation, on va supposer qu'elle est égale à un certain NE. Le NE, c'est quoi? Le NE, c'est le spire dans l'enroulement parallèle, ou bien le nombre de spires dans l'enroulement parallèle. Regardez. Alors, regardez bien. Ici, vous avez le I. Je vais l'expliquer ici. Ici, vous avez le IE. Alors, vous avez NE, IE, plus ou moins NS, I. Alors, supposons que, soit dans le montage additif, soit dans le montage soustractif, on va supposer que cette équation, elle est créée par aussi un courant IE', qui est égal, ou bien qui circule dans l'enroulement qui est en parallèle. Ça veut dire que, supposons que le montage, ici, vous avez un montage additif. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le IE fois NE plus I fois NS. Et on va supposer que le montage additif que vous avez ici, il peut être aussi créé par un certain IE' fois NE. Même si vous avez un montage soustractif, il est égal à IE fois NE. On va supposer un courant IE qu'on appelle le courant fictif. Alors, il est en général commode ou bien courant de considérer un courant fictif IE qui, lorsqu'il circule seul dans l'inducteur, il va produire le même flux. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir que, regardez maintenant, je vais diviser par NE, je vais diviser cette équation par NE, je vais avoir ce courant fictif est égal à IE plus ou moins NS sur NE. Alors le alpha, je vais la noter comme étant NS sur NE. C'est quoi ce courant IE'? C'est un courant qu'on l'a supposé, je peux l'imaginer, que
c'est lorsqu'il circule dans l'espire NE, il va produire la même force électromotrice totale qui a été produite par les deux enroulements, NE et NS. C'est juste pour la simplification des calculs qu'on va les voir par la suite. Alors, ce courant IE' équivalent permet de toujours se ramener à la caractéristique à vide tracée en excitation séparée. C'est ça son avantage. On obtient le schéma équivalent dans lequel on inclut le R', la RS de l'inducteur série. Alors regardez, on a ce schéma ici que vous avez. Vous avez le NS ici, d'accord? Le NS, qu'est-ce qu'il contient? Puisque vous êtes en régime permanent, ça veut dire le LDI sur DT vont être nuls. Qu'est-ce qui reste? Il reste ici, au lieu de NS, il y a une résistance RS de cet enroulement. Alors cette résistance, je vais l'ajouter à celle de la résistance de l'induit. Notez grand R, qui va me donner un R'. Alors le R' est égal à quoi? C'est le RS plus le grand R. Ainsi, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir juste, je vais me ramener, c'est comme si j'ai ici une excitation, comment? Une excitation séparée, et non pas une excitation composée. C'est juste pour simplifier le calcul. En d'autres termes, regardez, normalement, j'ai deux inducteurs. Alors, je vais écrire ici. Vous avez deux inducteurs. Vous avez le NS et le NE. Le NS parcouru par un courant I. Le NE parcouru par un courant IE. Alors ça, c'est ce que j'ai réellement. Mais je peux imaginer un autre circuit. Un circuit, c'est quoi le circuit le plus simple? C'est la machine à excitation séparée. C'est la machine la plus simple. Au lieu d'avoir ce terme qui est parallèle et ce terme qui est série, je vais juste considérer que la somme ou bien la force magnétomotrice totale NE fois le IE plus ou moins N fois le IS, NS fois le IS, elle peut être donnée par un autre inducteur qui est séparé, qui a un courant IE prime et un nombre de conducteurs NE. Ainsi, je peux regarder séparer ici l'inducteur de l'induit. C'est clair? Maintenant, regardez. Ça, c'est équivalent. C'est juste pour la simplification. La résistance du NS, notée RS, la résistance interne, je l'ai ajoutée dans l'induit. Ainsi, j'ai le R' est égal à la résistance de NS plus la résistance de l'induit. Le R', c'est la somme des deux. Ainsi, regardez ici, je vais avoir une excitation qui est comment? Une excitation qui est séparée, au lieu d'avoir une excitation composée. Très bien. Maintenant, je vais étudier ce moteur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a dit que j'ai deux montages. J'ai le montage additif et j'ai le montage soustractif. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai un montage additif ou bien soustractif? Alors, supposons, je vais étudier les courbes pour le I constante et le I constante. Alors, je vais effacer maintenant. Je vais considérer ce circuit-là. Et celui-là aussi.
Alors maintenant, je vais étudier les courbes lorsque le U il est constant, cette tension d'alimentation, et le IE constant. Bien sûr, le IE il va être constant si vous avez le U constant. Pourquoi? Parce que supposons ici, vous avez la résistance interne, c'est petit r, vous avez le IE qui est égal à U sur petit r. Monsieur, Oui, excusez-moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de perturber le son. vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien, mais je pense qu'il y a quelque chose près de toi qui est en train de perturber le son, qui Un, semble à quelques petites frappes, monsieur. un téléphone ou bien quelque chose comme ça, non? Oui, oui, je pense que... C'est bon maintenant? D'accord, c'est bon. C'est bon? Très bien. Je pense que c'est le téléphone qui était à côté de moi. Très bien. Alors, on a dit que j'ai deux montages, additif et soustractif. Et considérons, bien rappelons ces équations. Alors, le couple électromagnétique est égal à combien maintenant pour cette machine totale? Le couple électromagnétique total de la machine est égal à combien? Le couple électromagnétique, suivez bien. On a dit qu'on peut faire l'équivalence entre ces deux circuits. N'est-ce pas? Alors, le couple électromagnétique est égal à quoi? Est égal K fois le flux fois le courant I. N'est-ce pas? Le flux, il est créé par quel circuit? Il est toujours créé par l'inducteur. L'inducteur, il absorbe un courant est égal à combien? C'est le courant est égal IE'. Ça veut dire que le flux, il est proportionnel à IE'. Très bien. Lorsque maintenant, regardez bien. Dans le régime à excitation séparée, on avait le couple électromagnétique linéaire par rapport au courant. Mais maintenant, pour le régime additif et pour le régime soustractif, on a le couple électromagnétique est égal à quoi? Est égal à K' fois le flux qui est en fonction de IE' fois le courant I. Le courant I, c'est celui qui est absorbé par le NS et l'induit. Le courant IE', c'est celui qu'on l'a supposé équivalent au régime excitation série, bien circuit excitation série. Maintenant, regardez. Lorsque vous êtes en montage additif, qu'est-ce qui va se passer? Un montage additif, vous allez avoir un IE' qui est égal à combien? D'après cette équation. Qui est égal à IE plus alpha I. N'est-ce pas? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple électromagnétique va être égal à quoi? Le IE, il est comment? Le IE, c'est constant. Pourquoi? Parce que le IE, il est régulé par la tension U. Lorsque vous avez une tension I, vous allez avoir un IE qui est constant. Ça veut dire que je peux dire que le IE', il est proportionnel à I. Ainsi, le couple électromagnétique, il va être égal à combien? Puisque le IE' proportionnel à I, ça veut dire que le couple électromagnétique va être proportionnel à I au carré. N'est-ce pas? Parce que ici, je vais effacer. Vous avez le flux qui est proportionnel à IE'. Et on a dit que pour le montage additif, vous allez avoir le IE' est égal à IE plus alpha I. Le IE, regardez ici, on l'a supposé constant.
est égal à K, n'est-ce pas? Ça veut dire que le flux va être proportionnel à un courant que je l'appelle un courant I. Ça veut dire que le couple électromagnétique, il va être proportionnel à I au carré. Parce que j'ai le couple électromagnétique c'est égal à cette valeur. Ça veut dire qu'il va être comment pour le montage additif? Il va être proportionnel à peu près à I au carré. Ça, c'est pour le montage additif. C'est pour cela que vous avez cette courbe. Ça, c'est pour l'excitation séparée. Maintenant, supposons qu'on a un montage soustractif. Qu'est-ce qui va se passer? Pour le montage soustractif, ici, bien sûr, le IE' est égal à une constante pour le montage additif plus alpha I. Et vous pouvez avoir cette courbe-là. Maintenant, pour le montage soustractif, vous allez avoir le IE' est égal à une constante, notée K, moins alpha I. C'est clair parce que plus ou moins vous avez ici le moins alpha I. Maintenant, vous avez le flux qui est proportionnel à IE'. Et IE' est proportionnel à moins I. Ça veut dire que le flux, il est proportionnel à moins I. Ça veut dire que le couple électromagnétique, il est proportionnel à moins I carré, je peux dire. Ça veut dire, regardez, lorsque maintenant le couple va augmenter, qu'est-ce qui se passe au niveau du couple électromagnétique? Le couple électromagnétique, il va augmenter, puis il va diminuer par la suite. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez ici un certain cas. Il va intervenir. Toujours, n'oubliez pas cette constante. D'accord? N'oubliez pas cette constante. Alors, pour le montage soustractif, vous allez avoir un couple qui augmente avec le courant fortement. Et ici, vous allez avoir un courant qui augmente peu avec le courant. Et à un moment, il va diminuer. Pourquoi il va diminuer? Lorsque le I va dépasser le IE. C'est clair ici ou bien je le répète? Je répète ici, s'il vous plaît. Vous avez le flux proportionnel à IE. IE'. Pour le montage additif, vous avez le IE' est égal à IE plus alpha I. Le IE, c'est constante. C'est égal. On va la laisser comme ça. Ça veut dire que je peux écrire ici que le couple électromagnétique, d'une manière réelle, je peux écrire que c'est égal à K', facteur de quoi? K, facteur de I, E, plus alpha I. Le tout fois I. Ça veut dire que le couple électromagnétique est égal à quoi? Est égal, par exemple, K seconde fois I, plus K triple, par exemple, fois le I. C'est clair? Fois le I carré. Ça, c'est pour le montage additif. Parce que le I est constant. Pour le montage soustractif, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir maintenant, ici, moins. Ça veut dire que le couple électromagnétique est égal à K seconde fois I, moins K triple fois I carré. Et ça, c'est la représentation des deux. Bien sûr, vous pouvez vérifier en supposant que le flux, il est proportionnel à IE. Et ça, c'est réel. Toujours, le flux est proportionnel à IE' ici. Et IE', vous l'avez déjà. Ainsi, vous pouvez, bien sûr, trouver votre couple électromagnétique. Alors, dans l'excitation séparée, on a vu que c'est linéaire. Dans le montage additif, vous allez
quelque chose qui ressemble à une hyperbole. Ça veut dire c'est comme le montage série. Lorsque vous avez un montage soustractif, vous allez avoir un couple électromagnétique qui diminue peu et puis il tombe aussi d'une manière hyperbolique. Pourquoi? À cause du courant au carré que vous avez ici, le signe moins. C'est clair? Lorsqu'il dépasse, lorsque maintenant, parce que ici le K' va être supérieur à K seconde, à un moment il va augmenter et juste après il va chuter. Très bien. Maintenant, essayons de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la vitesse. On a le E, maintenant est égal à quoi? Le E ici est égal à U moins R' fois le I. Et tout cela est égal à Kn fois le flux en fonction de I'. Et je sais que le IE' est égal à IE plus ou moins alpha I. Ainsi, le alpha, je peux l'écrire sous cette forme. D'accord? Même chose ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux montages, additif et soustractif. Pour le montage additif, qu'est-ce que vous allez avoir? J'ai le flux proportionnel à IE'. Le IE' est égal à cette valeur. Pour le montage additif, vous avez le IE' est égal à IE, qui est constante, plus alpha I. Ça veut dire que ici, lorsque vous avez un courant qui augmente, vous avez un courant I qui augmente, vous avez le IE' qui augmente, le flux qui augmente. Qu'est-ce que vous allez avoir? Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir une vitesse qui va diminuer. Pourquoi? Parce que vous avez ici le IE qui va augmenter. Elle va augmenter ici. Vous allez avoir inversement proportionnel et le I ici qui va augmenter aussi avec le signe moins. Alors toujours, vous avez une vitesse qui va diminuer. Ça, c'est pour le montage séparé. Ça, c'est pour le montage additif. On a fait ici le montage séparé juste pour voir la comparaison. Alors, lorsque vous avez un montage additif, vous allez avoir une vitesse qui diminue. Alors, supposons que vous avez un montage qui est soustractif. Ça veut dire que le IE' est égal à IE moins alpha I. Ça veut dire que si le courant augmente, vous avez le IE qui diminue. Lorsque vous avez le IE qui diminue, vous allez avoir le flux qui va diminuer. Et puisque le flux va diminuer, vous allez avoir la vitesse qui va augmenter. Très bien. Mais regardez ici, vous n'avez pas l'emballement. Alors ici, ça représente, alors cette courbe-là, elle est similaire pour l'excitation série. Mais vous n'avez pas l'emballement. Pourquoi? Parce que à vide, pour l'excitation série, on a eu une courbe comme ça. À vide, vous avez l'emballement, mais ici, vous n'avez pas l'emballement. Alors regardez ici, si le montage est additif, le flux étant accru par le courant, la vitesse est plus faible qu'en excitation séparée. Alors si le montage est soustractif, la réduction du flux due au courant entraîne un accroissement de la vitesse en charge pouvant conduire à l'emballement. Le voltage soustractif est proscrit. Alors vous n'avez pas l'emballement pour le montage soustractif, mais vous l'avez en montage série. C'est ça l'avantage de l'excitation compound ou bien composée. Alors, à partir de ces courbes, comme on a fait pour les restes, ici c'est la courbe couple par rapport au courant, ici vitesse par rapport au courant. Alors, prenons par exemple pour le montage additif, représentant maintenant le couple par rapport à la vitesse. Et notons juste le montage additif. Alors, regardez, si le courant augmente, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le couple électromagnétique qui augmente. Regardez, si le couple augmente, la vitesse diminue pour le montage additif. Vous allez avoir une vitesse qui diminue, mais rapidement. Ça veut dire que pour le montage additif, lorsque le couple augmente, vous avez la vitesse qui diminue.
Alors, regardez ici, le couple, lorsqu'il augmente, vous avez la vitesse qui diminue. C'est ça. Ça, c'est pour le séparer. Et inversement, lorsque pour le montage soustractif, lorsque le courant augmente, vous avez le couple qui augmente et qui diminue. N'est-ce pas? Regardez, il augmente jusqu'à un moment où il diminue. Et la vitesse, qu'est-ce qu'elle fait? La vitesse, elle augmente. Regardez bien. Vous avez, lorsque la vitesse augmente, le couple, il va augmenter et puis diminuer. Alors maintenant, je peux représenter le couple électromagnétique en fonction de la vitesse. La vitesse, elle est en augmentation, mais le couple, il augmente et il diminue. Et comme ça, je peux représenter les deux courbes, ça veut dire couple électromagnétique en fonction de la vitesse. Alors, citons ici la comparaison entre le moteur série et le moteur excitation shunt. L'avantage du moteur excitation composé, c'est de bénéficier de l'avantage des deux. Ainsi, d'éviter quoi? Éviter les inconvénients des moteurs. Alors, si on veut faire une petite comparaison, alors vous avez le moteur série supporte bien les charges que le moteur shunt, ça on l'a vu. En effet, pour un même accroissement du courant, l'appel du courant qu'il provoque est moins que dans le moteur shunt, n'est-ce pas? Parce que regardez, on a vu que dans le série, le couple électromagnétique proportionnel au carré du courant, ça veut dire le courant est égal à la racine du couple électromagnétique, tout simplement. L'emballement du moteur série à vide est un inconvénient sérieux qui limite son emploi. Le moteur shunt est un autorégulateur de vitesse parce qu'on peut réguler la vitesse de la machine excitation indépendante ou bien shunt en agissant juste sur la tension d'alimentation. Et il convient dans les entraînements des machines dont la vitesse doit rester sensiblement constante, on utilise la machine excitation shunt. Alors ça en bref, la comparaison entre les différentes machines. Alors si on veut faire une comparaison, on peut dire que c'est quoi l'inconvénient de la machine excitation indépendante? L'inconvénient de la machine excitation indépendante, c'est que si vous coupez accidentellement le circuit ou bien le courant d'excitation, vous pouvez risquer d'emballer votre machine. L'avantage, c'est son couple de démarrage qui est important. Ainsi, vous avez une variation linéaire de la vitesse par rapport à la tension. C'est quoi l'avantage de la machine excitation série? La machine à excitation série, vous avez un grand couple pour des faibles vitesses. Vous avez vraiment un grand couple pour des faibles vitesses. Ça veut dire que vous pouvez démarrer en couple. Et son couple, il est très élevé par rapport à l'excitation séparée ou bien shunt. Son inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas la démarrer à vide. Pourquoi? Parce que vous risquez d'emballer votre machine. L'excitation composée, elle bénéficie des deux, du shunt et de séparé. Vous avez le choix entre, vous pouvez choisir entre le simple, entre les avantages de série et de parallèle, en choisissant soit le montage additif, soit le montage soustractif. Ainsi, vous ne courez aucun risque d'emballer la machine dans votre machine à excitation composée.